Merci. Bonjour à tous, je suis Guillaume Goris et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de deux sujets qui me passionnent, la fiction et le design. Alors, on a tous des films qui nous ont inspirés, je pense que c'est particulièrement vrai sur les designers. Là, j'ai mis deux exemples assez connus. On a 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a un peu préfiguré les iPads. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette anecdote, mais quand Apple a attaqué Samsung en disant que vous avez piqué notre design, Samsung a répondu non, vous l'avez piqué à 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai aussi mis Minority Report, qui va un peu dans le même sens sur ces interfaces tactiles. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde par rapport aux dates, c'est la première interface tactile brevetée, elle sort en 69. Le premier ordinateur avec un écran tactile, il sort en 1983 par Hewlett Packard. Et le premier iPhone, c'est 2007. Donc on voit que c'était un petit peu précurseur. Mais c'est quelque chose qui va aussi dans les deux sens, parce qu'on a des vrais designers qui ont travaillé aussi pour définir les interfaces qu'on va voir, les objets qu'on va voir. On a Sid Mead qui a travaillé notamment sur Blade Runner, on le verra, un exemple de son travail un petit peu plus tard, mais il a travaillé aussi sur Alien, où il a dessiné sur Blade Runner notamment les voitures, mais aussi les interfaces qu'on va voir dans les voitures. Et on a John Underkoffler qui, lui, a travaillé sur Minority Report, qui était vraiment le conseiller technique et qui a porté une vraie attention à cette interface tactile qui est utilisée. Derrière, il en a même créé sa société pour essayer de rendre cette interface réelle, commercialisable. Il a vraiment, dès le début pour le film, pensé ça comme un prototype. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va voir quelques œuvres. C'est des œuvres personnelles. La sélection, elle est vraiment, elle tient qu'à moi. C'est pas forcément les plus représentatives, mais je trouve qu'elles ont toutes une approche un peu différente des interfaces. Elles amènent tous quelque chose, une façon de les traiter. Et on va se poser des questions. Pourquoi ces choix de design? Quelles étaient les intentions du réalisateur, des designers derrière? À quel univers sont-elles adaptées? Et on va essayer de creuser ça ensemble. J'ai aucune réponse aux questions que je vais poser, vous allez voir, mais c'est l'idée, c'est effectivement de réfléchir un peu à ces éléments-là. On va commencer par un classique, on va commencer par Star Wars. Alors, Star Wars, des interfaces, il y en a pas mal, mais on va voir, elles sont souvent plus en termes de décor. Et d'abord, une qu'on voit beaucoup, c'est dans les vaisseaux. Dans les vaisseaux, je vous ai mis beaucoup du Faucon Millennium. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des gros leviers, des gros boutons, des diodes qui clignotent. On le voit souvent assez vite. Là, bon, on a une scène, on a deux personnages qui discutent, c'est en arrière-plan. Il y a des fois, on voit des mains qui passent dessus. Il n'y a pas un focus qui est fait dessus, mais on a des gros éléments assez visibles, assez distinctifs, qui évoluent un peu au fil du temps. Voilà, je l'ai mis sur l'un des derniers. C'est un petit peu différent sur le Réveil de la Force, mais on retrouve ces gros boutons. Ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on n'a jamais de texte. On a vraiment juste des gros boutons blancs, bleus, rouges, des leviers. On n'a aucune idée de ce à quoi ça sert. Et même si on en voit dans certains films de près, pareil, il n'y a toujours aucune information. Ça se voit bien là sur son écran. Ok, j'ai un stick a priori pour contrôler mon vaisseau, mais derrière j'ai des boutons, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Et c'est pareil même derrière. Voilà, on reste sur du bouton, de la diode qui clignote, très classique, et encore sur des films récents, on a cet aspect-là avec toujours de l'analogique, quasiment jamais de digital. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a quelques films où on commence à voir du digital également. Donc là, on est dans La Menace Fantôme, c'est un moment où Anakin monte dans un chasseur, et là, on voit trois écrans. C'est un vaisseau, on a des écrans. Alors, sur son poste de commande, on a aussi un petit peu de texte, ce qui est un petit peu intéressant. Si vous regardez sur le compteur à gauche, il y a des petits symboles qui ont l'air d'être un petit peu de texte. C'est des écrans qui sont très symboliques, on ne voit pas trop ce qu'ils représentent, on aurait un peu de mal à les comprendre, à les utiliser, mais on voit en tout cas que sur ces écrans, sur ces vaisseaux, on est quand même beaucoup sur l'analogique et très peu de digital. Des écrans, il y en a quand même dans Star Wars, et pareil, ils vont souvent être en arrière-plan, mais on va voir qu'ils ont un traitement aussi qui est assez intéressant à regarder. Alors ça, c'est un écran qui est assez connu, c'est l'écran avec lequel Luke réussit à viser pour détruire l'étoile de la mort. On a une zone centrale qui, pour le coup, est parfaitement claire. En termes que spectateur, on a une espèce de cible, on a les traits qui se rapprochent, on a en dessous un compte à rebours qui nous indique le moment où tirer. Cette zone, elle est claire. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur le côté, à ce moment, on a encore du symbole, des couleurs, des icônes. On n'a aucune idée de ce à quoi ça sert. On est vraiment sur quelque chose de très symbolique. Un autre exemple d'écran, donc là, on est dans la série Andorre. Ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Je les trouve particulièrement jolis. On voit qu'il y a une attention qui a été portée à l'esthétique. Hein. Je parle forcément des écrans qui sont en arrière-plan. Derrière, on a des grands écrans blancs avec des symboles, un espèce de damier. C'est beau, ça donne envie, ça rentre bien dans l'univers. Par contre, vous me demandez de vous définir à quoi ils servent, comment on les comprend, comment on les interprète.
J'en ai aucune idée. À gauche, on a bien l'impression qu'on a un espèce de plan avec des numéros, mais à droite, je ne sais pas s'ils sont en train de faire une partie d'échecs galactiques, mais j'en ai vraiment aucune idée sur ce qu'on va retrouver sur ces éléments-là. On est toujours dans ce symbolisme qu'on va avoir et cette absence de texte. Ce qui est aussi intéressant dans cette image, c'est qu'on voit que ce qu'on avait dans les vaisseaux, hein, on le retrouve aussi sur les commandes de la station, de la prison dans laquelle il se trouve, ou le panneau de contrôle. On est toujours sur l'analogique avec des boutons et toujours une absence de texte. Hop, petite scène intéressante, là je vous mets un petit extrait, il n'y a pas de son, c'est normal, mais on va voir un poste de travail d'un fonctionnaire impérial. Voilà, c'est très court, mais on voit quand même, on a 2 écrans. Alors, si quelqu'un arrive dans la salle à trouver à quoi servent ces écrans, félicitations, j'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ils peuvent servir. On a des choses qui clignotent, on a des espèces de petits rectangles, on a des formes. Il a devant lui un poste de travail où il y a plein de boutons, toujours sans texte. Je trouve ça assez intéressant dans Star Wars qu'effectivement on ait ce côté texte qui ne soit pas présent, ce côté digital qui est quand même réduit au minimum. Mais on a quand même un iPad qui existe dans Star Wars, on le voit dans Andorre, ici, qui est très marrant à regarder en détail. On le voit vite sur une des scènes, mais si vous voyez, il y a une espèce de barre en diagonale qui coupe l'écran, avec un bouton qui le rend certainement inutilisable. Par contre, on a du texte qui va être présent, on a une icône, un truc qui tourne, un espèce de plan qu'on va avoir. Ce qui est intéressant dans tous ces écrans, c'est qu'on voit que le texte est souvent peu présent et qu'il y a une vraie attention à l'esthétique. Moi, franchement, ces écrans, je les trouve jolis, je trouve qu'ils sont intéressants à regarder, je les trouve beaux, je vois qu'ils ont été bien travaillés, mais effectivement, ils ne sont pas forcément compréhensibles avec un regard de designer actuel. Un autre point important que j'ai envie d'aborder avec vous sur Star Wars, c'est toute la partie sur les hologrammes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Star Wars, quand on a besoin d'échanger avec quelqu'un, on ne lui fait pas un vocal, on ne lui envoie pas un SMS, on lui envoie un hologramme. C'est quand même assez particulier. La princesse Leia veut échanger avec Obi-Wan, elle lui envoie un hologramme. Il le reçoit, il n'a aucun contrôle sur lui. Il ne peut pas le mettre en pause, il ne peut pas l'accélérer, il ne peut pas augmenter le son. C'est un droïde qui va lui diffuser l'hologramme, il ne va rien pouvoir faire dessus. Il y a d'autres scènes dans Star Wars où ça se passe de la même façon, où on a un personnage qui va envoyer un hologramme à un autre, et puis il y a juste à le regarder, et on ne peut rien faire, on ne peut pas répondre, on peut rien, donc on est totalement passif, et c'est assez marrant, on a ce côté écrit qui est toujours pas présent, on communique toujours par un champ visuel. Même pour avoir un plan, il y a plusieurs fois on voit il faut toujours un peu récupérer les plans de l'étoile de la mort, et le plan il est en hologramme. Alors pour le coup je trouve que c'est vachement pratique, un plan en hologramme pour un objet en 3D, c'est quand même plutôt bien fait, mais on est toujours dans cette absence d'écrit qu'on va avoir et que de l'image pour communiquer de l'information. Pareil, ça c'est un classique de tous les films de science-fiction. On veut faire une réunion, on ne fait pas un Teams, on fait une réunion en hologramme. C'est quand même vachement plus sympa. Donc ça, on va le retrouver, mais toujours pas d'écrit. Et même quand on veut suivre une bataille, pareil, on a un hologramme. En plus, là, c'est marrant, sur l'image, on voit un peu les projecteurs qui sont au-dessus, qui projettent, et on est encore sur quelque chose qui est purement visuel, sur ce qu'on va regarder. C'est vachement agréable en tant que spectateur, hein, on comprend tout de suite ce qui se passe, mais il y a un côté un petit peu bizarre de se dire qu'on voit toujours rien d'écrit dans le monde de Star Wars. Un petit point aussi, et ça je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, donc dans Star Wars il y a des IA qu'on voit tous, les robots, mais il y a aussi d'autres IA qui vont être présentes, et notamment il y en a dans le Faucon Millenium, il y en a dans l'Étoile de la Mort, avec lesquelles des fois nos personnages vont vouloir communiquer. Et dans le monde de Star Wars, si je veux communiquer avec mon vaisseau, avec l'Étoile de la Mort, j'ai besoin de R2D2. J'ai besoin qu'il se branche, il sort une petite prise, il va sur un truc rond qui tourne, il va réussir à nous obtenir des informations, à nous faire passer le message qu'on veut, communiquer, à faire un diagnostic avec notre IA, notre vaisseau, sur laquelle nous, en tant qu'utilisateurs humains par robot, on n'a aucun moyen d'interaction. Ça arrive à plusieurs fois dans les films. Là, pareil, il essaye d'ouvrir des portes sur la station spatiale Bespin, il essaye d'ouvrir des portes. Et on a besoin d'R2D2 qui sorte cette espèce de petite prise qui communique. Il n'y a pas de clavier, il n'y a rien, il n'y a aucun moyen d'échange en tant qu'utilisateur avec ma station, avec mon IA. Je suis obligé de passer par un intermédiaire qui est mon droïde. Qu'est-ce qu'on peut tirer un peu de tous ces exemples? Quasiment pas de texte, des couleurs, des formes très présentes. On a vraiment des interfaces. Moi, personnellement, je les trouve jolies. Elles sont graphiques, elles sont esthétiques derrière, avec quasiment que de l'analogique, très peu de tactile, très peu de digital. Et franchement, j'ai jamais vu un clavier ou une souris qui va être présente. Quand Luke il a besoin de réparer R2D2 ou autre, on voit c'est des câbles, c'est des boutons sur lesquels il va appuyer. Qui est-ce qui a pu guider ses choix? Moi, c'est la question que je me suis posée.
Bon, bah, est-ce que c'est juste un côté purement artistique? Ils se sont dit, bon, bah, on veut faire des interfaces qui soient jolies, qui soient marquantes, qui soient compréhensibles. Et le texte, en fait, quand à la télé, bah, ça va nous ralentir s'il va falloir le lire. Là, au moins, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on comprend tout de suite. Ça pourrait être une hypothèse. Est-ce qu'on a une autre? C'est des contraintes de budget. Le premier film, on sait qu'il a été fait avec un budget un petit peu plus réduit, il était peut-être un petit peu plus expérimental. Et comme Star Wars, c'est une saga qui a un cadre, une histoire qui doit être respectée, est-ce que ça définit justement ces standards qu'il va falloir suivre dans tous les autres films? Ce qui est intéressant, je vous montrais notamment les écrans, il y avait pas mal de choses dans Andor, donc, qui est une série de 2022, où on voit que là, il commence à changer un petit peu, à faire intégrer un peu de digital, un peu d'écran. Donc, est-ce que c'est des choses qui évoluent? Est-ce que c'est juste le thème de la série Andor qui permettait ça? Voilà. Sur les vaisseaux, est-ce que c'est dû aux standards de l'époque? Est-ce qu'en 1977, quand on imaginait l'intérieur d'un Boeing, quand on imaginait du coup l'intérieur d'un vaisseau spatial, on imaginait quelque chose avec plein de boutons partout et qui clignotent, on ne sait pas quoi faire? Voilà. On peut aussi se dire que c'est peut-être un choix qui est particulièrement pertinent. Moi, j'aime bien cette idée de se dire que l'univers de Star Wars, c'est un univers où il y a énormément d'espèces intelligentes qui vont être présentes avec des langages différents. On l'entend dans les films, ça parle différemment. On se dit que ça doit lire différemment. Ça, c'est peut-être peut y avoir aussi des questions d'illettrisme peut-être dans l'univers de Star Wars. On a des moyens de préhension des mains qui vont être différentes. Est-ce que du coup, de se baser sur quelque chose qui est peut-être le plus universel, l'image et la voix, dans cet univers, n'est pas le meilleur moyen d'avoir des interfaces utilisables par tous les utilisateurs, quel que soit voilà, l'être qui rentrerait dans votre vaisseau? Il a des gros boutons sur lesquels il arriverait à appuyer, il n'a pas besoin de lire, et après, il a des choses visuelles que globalement, il arrive à comprendre. La preuve, vu que nous, en tant que spectateurs, on arrive à peu près à les comprendre. Voilà. C'est peut-être j'aime bien cette idée-là. Je suis pas sûr que ce soit la vraie raison derrière tout ça. Ça pose quand même une question qui est assez intéressante à se demander en designer, c'est comment tous les personnages de Star Wars sont formés pour utiliser leur poste de travail. On va passer sur une autre série, donc là pas un film, Upload. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle. C'est une série qui est assez récente. Je vais vous faire un rapide pitch. En fait, le principe d'Upload, c'est que juste avant votre décès, ça marche pas après. Vous pouvez vous faire uploader dans un univers virtuel dans lequel vous allez pouvoir continuer à vivre, où vos proches vont pouvoir vous rendre visite, où il va y avoir aussi des moments où vous allez pouvoir interagir avec le monde réel. Donc, on a le personnage qu'on voit dans le casque à gauche qui décède au début de la série de manière un petit peu suspicieuse, et on va suivre ses aventures à la fois à travers ce monde virtuel et ce monde réel. Ça se passe dans un futur assez proche, et on va voir il y a une attention particulière qui a été portée aux interfaces. On en voit plein. On voit d'abord des ordinateurs. Donc, ça, c'est l'exemple d'un poste de travail de la superviseuse enfin, voilà, des employés. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde cet écran, nous, en tant qu'utilisateurs actuels, on saurait l'utiliser. On voit tout de suite l'endroit où il y aurait la croix de fermeture, on imagine pouvoir réduire, on comprend les icônes, on comprend qu'on a un employé, qu'on est en train de le voir, on a son statut, on est sur quelque chose qui est parfaitement réaliste, qu'on pourrait avoir à l'heure actuelle. On va retrouver ça sur tous les écrans d'ordinateur. Voilà, elle est en train de travailler sur un avatar, elle le voit, on comprend comment ça fonctionne. Elle est en train de supprimer des fichiers, on a vraiment quelque chose qui ressemble au réel, où elle va faire un drag and drop pour sélectionner les fichiers, elle va les glisser vers la poubelle, ça se réduit, ça se supprime. On est sur quelque chose qu'on aurait sur Windows, qu'on aurait sur Mac, qu'on connaîtrait par cœur. Voilà. On voit là le poste un petit peu plus large. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on s'y retrouverait dessus. On retrouve nos mails, on retrouve nos icônes, mais il y a quand même ce petit côté futuriste qui a été apporté. On est sur un OS que clairement on ne connaît pas. On a des espèces de petites barres en dessous, des histogrammes, on a des icônes qui sont un petit peu nouvelles. Donc on apporte cette petite touche de futurisme, mais tout en maintenant, nous, en tant que spectateurs, dans un univers connu. Ce côté futuriste, il est poussé à quelques endroits un petit peu plus loin. On est là sur un ordinateur où il n'a pas d'écran. Il apparaît en réalité augmentée. Mais sinon, le reste, on connaissait très bien. On est en train de faire une restauration de mémoire. On comprend les icônes, on comprend le poste de travail. Voilà. On a même des exemples qui sont vraiment très proches de ce qu'on a, sans pouvoir l'avoir à l'heure actuelle, complètement sur une interface pour se loguer sur un poste. C'est parfaitement clair. Donc on voit, on a une vraie attention aux détails qui a été faite. On a l'impression de retrouver des écrans qu'on aurait pu designer, qu'on pourrait retrouver à l'heure actuelle, mais avec un petit côté futuriste par moment. Et on va voir, selon les cas, il va être poussé un petit peu plus loin. Il y a notamment le cas du smartphone qui est assez intéressant de la façon dont il traite. C'est que dans le monde d'Upload, si j'ai besoin d'ouvrir mon smartphone, en fait, j'ai pas de téléphone, c'est je fais un L avec ma main et j'ai mon écran qui apparaît entre mes doigts. Et à part ça, on est sur des interfaces qui sont tout à fait actuelles. On le voit bien, donc là il a ouvert son téléphone et on voit sa galaxie d'icônes qui va être présente entre ses doigts. Il est en train de passer un appel, on a le connecting, on a l'impression d'avoir une capture d'écran sur un iPhone,
qu'on va retrouver. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'on connaît, mais avec ce petit gimmick qui rend la série un petit peu futuristique. Avec des côtés intéressants, je veux envoyer des SMS, bah, du coup je fais en saisie vocale. Si je vais parler à ma main, et ma main va m'écrire le texte directement. Voilà, on retrouve les apps, et on retrouve même des choses très classiques. Là, on a l'impression d'être sur une interface existante. On a quelques points qui, par contre, on pousse la gimmick un petit peu plus loin. Là, notre personnage veut envoyer un message sur ses différents réseaux sociaux. Au lieu de faire un L avec sa main, elle met son bras comme ça. Et du coup, il y a toutes ces applis qui s'ouvrent et ça lui permet de poster un même message. Donc, on est à la fois sur quelque chose de très proche de ce qu'on a. Donc là, on n'en est même plus sur de l'attention au détail. On est quasiment sur du recopiage, mais avec ce petit gimmick un petit peu futuristique. La réalité virtuelle, on voit, ils font pas mal de choses intéressantes. Et vous allez le voir, on a l'impression que c'est des choses qu'on pourrait aussi retrouver à l'heure actuellement sur un Vision Pro, sur un Oculus. Voilà. Dans le monde virtuel, donc ça c'est dans le monde dans lequel on évolue après être décédé, après avoir été uploadé, bah, on peut changer le contenu d'un frigo avec un simple swipe. On peut acheter directement. On peut changer son apparence également et puis pouvoir faire son achat en un tap également, mais toujours dans ce monde virtuel. Voilà. On peut se déverrouiller un costume, donc ça c'est assez marrant sur cette petite scène où on voit notre personnage là à l'écran qui va swiper, qui va pouvoir changer quelques paramètres avec des sliders et qui à un moment va pouvoir acheter son costume qui va se déverrouiller avec un petit cadenas et puis l'autre personne se retrouve habillée avec le costume. Donc on est vraiment sur des choses très proches de ce qu'on pourrait imaginer pour la réalité virtuelle. Voilà, donc on peut avancer quelqu'un. Et il y a des petits moments un petit peu marrants où on a le réel qui revient dans le virtuel. Donc on a cette scène où notre personnage a accès à la console de debug et du coup il fait apparaître un vrai ordinateur dans le monde virtuel sur lequel il va pouvoir voir le code, il va pouvoir essayer de le modifier. On a même une scène un petit peu à la Minority Report où il est en train de chercher des informations sur un personnage et du coup il fait apparaître tous ses réseaux sociaux, toutes ces informations autour de lui et puis après il va pouvoir naviguer dans les écrans en les apprenant, en les prenant, en les agrandissant, en regardant, en les utilisant. Donc on a le réel aussi qui rentre dans le virtuel et on est toujours dans cette attention au détail que je trouve particulièrement intéressante en étant dans des choses nouvelles en plus. Enfin, ils n'ont pas fait que de la capture d'écran, on est vraiment sur les choses qu'ils ont créées mais en essayant de les rendre les plus proches de ce qu'on connaît actuellement. Ils ont aussi pas mal travaillé la réalité mixte. Donc la réalité mixte, c'est un peu l'inverse quand le virtuel va rentrer dans le réel, avec des petites idées qui sont intéressantes. On retrouve notre réunion en hologramme classique, mais on a des choses un petit peu plus sympas. Là, on a une cérémonie sur un des personnages qui est décédé, et du coup, on a quelqu'un qui est en train de faire un petit discours, une petite oraison, et au-dessus de sa tête, on a des souvenirs qui sont en train de tourner, qui permettent à tout le monde de voir aussi ce que la personne est en train de raconter. On a, pendant cette même cérémonie, un simple écran qui permet de faire communiquer à la fois le monde virtuel et le monde réel. Alors, on se doute que pour tourner la série, c'est plus simple de mettre juste une glace, mais en vrai, l'idée est assez bien pensée parce qu'on a à gauche des personnages qui sont dans un univers virtuel, à droite des personnages qui sont dans un univers réel, et il y a juste l'impression d'avoir une glace qui les sépare. Ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir communiquer. À un moment, ils essayaient de se serrer la main, donc ça n'a pas marché. Mais on a cette idée que je trouve vachement bien pensée de se dire, on peut mélanger les deux mondes comme ça, en reprenant des choses qu'on aurait l'habitude de voir. Petite idée un petit peu marrante aussi, nos deux personnages virtuels, à un moment, décident d'aller se promener dans le monde réel, donc ils demandent à un petit peu leurs deux assistantes de vie de les trimballer. Elles les mettent sur un iPad, ils ont des casques, des oreillettes pour tout entendre, pour pouvoir échanger avec leurs assistantes, et puis ils vont aller faire un tour en ville, comme s'ils étaient vraiment là, mais du coup on a ce virtuel qui va pouvoir aller se balader dans notre monde réel. Scène un petit peu marrante. Donc la dame en blanc, c'est la mère du personnage principal qui cherche un autre univers virtuel où le mettre pour qu'il puisse changer un peu d'endroit. Du coup, elle est partie voir un espèce de conseiller qui fait apparaître l'univers virtuel sur tous les éléments de son bureau, sur son meuble, sur ses murs, comme ça lui permet de voir à quoi ça va ressembler. Et son proche, lui, il a sa tête dans une ampoule pour pouvoir discuter avec elle, pour pouvoir voir à quoi ça va ressembler, donner son avis. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez comique et qui, au final, moi je trouve assez bien pensé pour permettre vraiment de parcourir un univers virtuel tout en restant dans cette réalité un petit peu mixte. Et là où il pousse aussi le curseur assez loin, je trouve, c'est sur les réflexions sur les dispositifs de réalité virtuelle qu'on pourra utiliser dans un monde comme celui-ci. On a les classiques, on a les petites lunettes qui là sont dans un univers un petit peu pro, assez légères. On a le casque qu'on connaît vraiment, un petit peu plus classique, un petit peu plus lourd. On va sur des combinaisons aussi, qui commencent à avoir des retours haptiques.
Et on a même des combinaisons qu'on broche à notre robinet, parce que dedans, elles ont des espèces de poches qui se gonflent avec de l'eau et qui permettent de ressentir si quelqu'un nous tend la main, ou enfin nous tient la main dans cet univers virtuel, on va pouvoir ressentir le contact dedans. Donc ils ont même été pensés à comment ça marcherait si on voulait avoir ça, avec les conséquences que ça a aussi. Dans le monde d'Upload, il y a un service de pressing chargé de laver votre combinaison après que vous ayez passé 4 heures dedans pour pouvoir passer du temps avec vos proches. Voilà, la personnage qu'on voyait sur l'écran d'avant termine à un moment à avoir des problèmes de peau parce qu'elle passe trop de temps dans sa combinaison. Donc on voit qu'ils ont vraiment poussé la réflexion assez loin et cette attention au détail dans toute la série, dans tous les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc effectivement, des interfaces réalistes, bien construites. On est quand même sur du moderne légèrement futuristique. Voilà. Il y a une grosse inspiration d'interfaces réelles. On le voit tous, hein, sur ce qu'on voit, on a vraiment des choses qu'on a l'impression de connaître. Et ils ont essayé d'avoir quelque chose de vachement varié, vachement complet. En fait, moi, l'interprétation que j'en ai, c'est que la série, elle a un propos critique, en fait. Il y a une vraie critique derrière sur la technologie, sur à quel point ça peut déraper des fois, sur l'impact que ça aurait d'avoir un univers virtuel dans lequel il y aurait nos décédés qui seraient tenus aussi par des gens pas forcément honnêtes. Et je me demande si le fait d'avoir un propos critique pour qu'il porte, ça impose pas un certain réalisme. Peut-être que si on faisait des interfaces qui nous paraissent totalement nouvelles, totalement différentes, qui ne nous rapprocheraient pas à notre réalité, peut-être que la critique porterait moins. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que je fais que je fais pour cette série, c'est qu'effectivement, ce besoin de critique impose un besoin de réalisme dans les interfaces, même sur une œuvre de fiction, qu'on n'a pas plus besoin que ça. Voilà. Et effectivement, je trouve ça très marrant aussi en regardant cette série, se demander quelles sont les inspirations des designers derrière, quels sont les éléments qui sont précurseurs, des choses que j'ai vues dans cette série, je me suis dit, c'est vachement bien, j'aimerais pouvoir le refaire, j'aimerais avoir ça plus tard dans la vraie vie. On va aller sur un classique de la SF maintenant, on va parler un petit peu de Blade Runner, le premier. Donc on va voir quelques extraits. Alors je vous parlais tout à l'heure des voitures, donc on va voir un premier écran qu'on trouve dans les voitures. C'est un court extrait. Voilà, donc un écran rapide qu'on voit un moment. Je le trouve assez intéressant parce que j'y comprends rien du tout. Il y a des chiffres qui défilent dans tous les sens. On termine avec un gros purge comme ça. Oula. Alors, bon, je vais faire acquitter. Voilà. On a donc un gros purge qui apparaît. Moi, c'est un écran que je ne comprends pas du tout. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi il est là. Ce qui est intéressant, c'est quand on le compare avec d'autres écrans qu'on va voir. Donc là, on est toujours dans la voiture avec une caméra derrière. Je vous invite à regarder tous les écrans qu'on va voir. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se passent. Voilà, donc, je ne vous l'ai pas mis plus longtemps que ça, mais on voit que le conducteur a devant lui un espèce d'écran qui lui donne une trajectoire. Il a des espèces de deux grosses manettes sur lesquelles il a ses mains. Sur celle de droite, on voit qu'il a des chiffres aussi qui sont affichés. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des petits chiffres au-dessus de sa main de droite. Juste en dessous de son écran, il a un espèce d'affichage aussi moitié tête haute. C'est pas complètement projeté sur l'écran, mais on voit le speed. Qui est écrit. Il a sur la droite un écran avec du texte qui défile. Il y a aussi des choses qui clignotent un petit peu en dessous. On a quelque chose que je trouve qui est très différent du premier écran. On a quelque chose qui là paraît fonctionnel, qu'on comprend, quand on le voit, on se dit ah bah ouais, ça pourrait ressembler à ça, une voiture volante. J'ai quelque chose où je vois bien où je me dirige, je vois les obstacles. Derrière, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être un GPS ou quelque chose qui va m'indiquer des informations. J'ai ma vitesse. Voilà, c'est des choses qu'en tant que spectateur, on va comprendre. Je trouve intéressant de voir un premier écran qui aide un peu à imposer un univers un peu futuristique, mais qu'on ne comprend pas en tant que spectateur, et là quelque chose qui nous paraît beaucoup plus réaliste. On va aller voir une deuxième scène. Alors là, il va y avoir du son. La scène est un petit peu longue, mais c'est volontaire. Je vous laisse. Voilà, juste pour remettre un petit peu le contexte, on a un moment où Harrison Ford, le personnage principal, est en train de chercher des informations. En fait, la scène est un petit peu longue. C'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que la scène étant longue, c'est que c'est réfléchi. C'est qu'il y a une vraie volonté de montrer ces interfaces, montrer cette interaction, montrer la façon dont ça se passe. Et moi, en tant que designer UX, je vois ça, je me dis, c'est la pire idée. Jamais j'ai envie d'utiliser cet outil pour travailler dans une image. J'ai une grille, je ne connais pas les numéros, il faut que je les donne comme ça, je contrôle tout vocalement. Je suis obligé de dire à l'interface de m'attendre, parce que vous le voyez, on dit wait. Voilà, il y a un moment, ça bouge même tout seul. Vraiment, c'est une mauvaise idée, ça me paraît. Mais il y a une vraie volonté de la montrer. Il y a vraiment un message qui va être passé derrière cette scène. Et c'est ça que je trouve intéressant et qu'on va aller creuser un petit peu. Donc, effectivement, je reviens un peu sur ce que je disais. Donc, un premier compte à rebours, moi que je comprends pas trop, mais qui est là, qui va aider à poser un peu l'univers. Après, on a des choses qui sont vraiment bien pensées.
et une scène qui, moi, ergonomiquement, me fait hérisser les poils du dos, mais qui est volontairement présente et qui prend un petit peu de temps. Voilà. À quoi ça sert? Est-ce que, notamment, il y a vraiment cette volonté de poser un univers futuriste qu'on voit avec le premier écran, qu'on voit avec les voitures volantes, et que ça a poussé aussi la réflexion à se dire on va peut-être se séparer du clavier de la souris. Bon, on n'a pas besoin de ça, on est dans un univers qui se passe dans le futur, donc du coup, ça c'est vieux, on va le faire qu'à la voix. Dans le monde de Blade Runner, il y a aussi des androïdes qui sont présents. Donc, a priori, avec les systèmes informatiques, on imagine qu'on échange avec la voix. Donc, est-ce que ça a disparu, clavier-souris, qu'on fait tout à la voix, même sur les choses sur lesquelles c'est moins pratique? L'hypothèse que je préfère, c'est ma dernière, c'est que pour moi, on est un peu dans la scène classique du détective qui est en train de chercher un peu avec sa loupe des indices sur un journal ou quelque chose comme ça, qu'on a besoin de mettre de la longueur un petit peu dans cette scène, de montrer qu'il y a un petit peu d'effort, parce que ça ne va pas être quelque chose d'évident de trouver cet indice-là. Voilà, il faut qu'Harrison Ford, il galère un petit peu pour que ce soit intéressant. Et d'où, pour moi, le choix de cette interface, c'est en tout cas l'hypothèse que je préfère. Bon, hélas, j'aurai jamais l'occasion de discuter avec le réal pour savoir pourquoi, mais je trouve que c'est une hypothèse intéressante. On va passer sur un autre film, j'espère qu'il va vous plaire parce que moi c'est mon film préféré. Donc on va parler de Jurassic Park. Jurassic Park, il y a deux interfaces qui vont m'intéresser. Tout d'abord, le poste de Nedry. Nedry, c'est l'ingénieur informaticien qui se vante à un moment de pouvoir contrôler un petit peu tout le parc à l'aide de son poste de travail et des interfaces qu'il a aidé à concevoir. On a un premier écran qu'on voit, où c'est assez marrant, c'est un Windows classique. On est en 93, c'est vraiment ce qu'on a à l'heure actuelle. On retrouve un menu en haut, là où il y avait ma souris. Vraiment, on a une boîte de dialogue, on est sur quelque chose qu'en tant que spectateur, on comprend tout de suite. Et celui-là aussi, on voit qu'il est très bien pensé pour les spectateurs. D'un seul coup d'œil, même ces écrans qui apparaissent pas comme ça si gros dans le film, qu'on voit un petit peu dans un coin, que des fois on voit un petit peu zoomé sur un écran, on le comprend. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vois tout de suite en regardant cet écran en tant que spectateur que j'ai deux véhicules qui sont sur le parcours, le 4 et le 5, qui sont dans une zone où qui sont unarmed, qui sont pas armés, qui sont dans une zone a priori du T-Rex, que j'ai mes lumières allumées, que je suis sur des voitures. Voilà, a priori, j'ai des trucs rouges avec écrit fail, donc j'ai des erreurs, j'ai des problèmes, mais c'est un écran qui est conçu pour que nous, en tant que spectateurs, on arrive à le comprendre. Et derrière, il a été habillé, on a rajouté plein de trucs pour le complexifier un peu, pour qu'on ait l'impression qu'on soit sur une interface professionnelle. J'ai une liste de tags, j'ai un truc avec old, kit, new, j'ai aucune idée d'à quoi ça sert, à quoi ça pourrait servir là. Ça vient habiller l'écran, ça vient lui donner un petit peu une consistance, cet aspect qu'on peut imaginer en tant que spectateur sur si je devais contrôler un parc, j'imagine que c'est compliqué, donc je vais avoir des trucs compliqués sur mon écran. On va regarder une autre scène, donc là aussi il va y avoir le son, on est à un moment vers la fin du film où le courant a été redémarré, il faut redémarrer aussi le système informatique pour pouvoir reprendre le contrôle du parc et notamment pouvoir remettre l'électricité sur les clôtures, refermer les portes. Je vous mets la scène qui est assez courte. All the files of the whole park. It tells you everything. I gotta find the right file. Trying to reach the gun. This might be the right file. This isn't the right file. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ellie, au début, le personnage, elle a raison. C'est un système Unix, c'est un vrai système. Bon, quand j'ai découvert, j'étais sidéré, mais ils ont utilisé une vraie interface. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi la lenteur de cette interface, qu'on voit en tant que spectateur, qu'on ressent. Elle déplace la souris, ça met un petit peu de temps, il y a l'écran, il avance un petit peu par saccade. Et je trouve que c'est un choix très pertinent en fait pour la scène. On voit qu'il y a de la tension, il y a la musique qui est là, il y a le vélociraptor qui essaye de rentrer. Et on est face à un système informatique avec ses lenteurs qui prend un petit peu de temps et où tout se fait pas tout de suite. S'il y avait juste un gros bouton vert sur lequel il fallait cliquer pour rebooter le système, la scène elle marche pas. Donc il y a un choix, je trouve, très pertinent qui a été fait sur l'interface, sur l'utilisation en plus d'une interface réelle qui permet d'avoir une scène qui fonctionne avec une tension qui est présente et qu'on ressent à tous les niveaux.
Voilà. Comment elles sont construites? Effectivement, des interfaces réalistes, claires, compréhensibles en un coup d'œil. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une vraie, il y a une vraie chose qui a été faite dans Jurassic Park, je trouve, qui fait que les interfaces elles sont compréhensibles pour le spectateur. Bon, on peut aussi se poser quelques questions. Est-ce que il y avait volonté pour plaire à un public geek d'avoir un petit côté réaliste, d'utiliser des vrais systèmes? J'y pense assez peu. Il y a quelque chose qui me paraît, par contre, moi en tout cas j'y crois un petit peu, je trouve que le film Jurassic Park est quand même porté par un certain réalisme. Ok, il y a des gros dinosaures, mais on nous explique qu'il va falloir récupérer de l'ADN, il va falloir en prendre dans des grenouilles pour réussir à en faire. Enfin voilà, on veut avoir quelque chose qui paraît crédible. Et du coup, avoir des interfaces comme celle-ci, sur lesquelles on a aussi fait attention au réalisme dessus, ça aide au propos, ça aide à ce que le film il soit cohérent dans son univers. Et effectivement, on voit que tout a été pensé pour que ça marche d'un point de vue du spectateur. C'est des interfaces qui n'ont pas été pensées que pour les utilisateurs dans le film, qui sont fictifs, mais qui ont été pensés beaucoup pour les spectateurs du film, pour pouvoir passer les messages qu'on a envie à travers les scènes. On va aller sur un autre film, celui-là aussi, je ne suis pas sûr que vous le connaissez, il est un petit peu nanar, ça s'appelle Demolition Man, et on va voir, on a quelques scènes avec des interfaces qui sont assez marrantes. Pour vous redonner le contexte, à ce moment-là du film, on a un prisonnier qui s'est échappé d'une prison, et il y a l'IA qui supervise un petit peu la ville, qui va informer le poste de police qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé. Donc, je vais vous lancer l'extrait, je vous invite à bien regarder les écrans, vous allez voir, il se passe beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces interfaces, moi elles me font beaucoup rire, il y a énormément d'animations. C'est assez marrant, je trouve qu'on est face à des interfaces qui ont une personnalité. Il se passe des trucs, ça bouge, même la façon dont l'IA répond un petit peu à nos personnages. Elle leur dit, attention, il y a des personnes qui sont en train de mourir, je te montre d'abord un plan, tiens, je te les mets de près, tiens, je te mets la vidéo, comme ça je vais être sûr que ça va te choquer. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est assez bizarre, et je la trouve un peu facétieuse, cette interface, cette IA. Et je trouve ça assez intéressant. Il y a aussi un truc marrant sur la façon de l'utiliser, qu'on voit un petit peu à la fin. Je vous mets un très court extrait, c'est juste quelques secondes après. Et regardez un peu comment Sandra Bullock, on voit ce qui est assez marrant, c'est qu'elle tape sur le clavier, elle parle, on part dessus, enfin juste après. Derrière, l'interface commence à lui répondre par écrit, puis se met à parler également. On est sur un mix que je ne comprends pas, mais que je trouve assez marrant et qui est, pour le coup, rejoint un petit peu le côté humoristique du film, sur ce côté un petit peu futuriste, où voilà, on a des choses qui parlent, on a des claviers sur lesquels on tape un petit peu n'importe comment, et ça va dans un propos, et qu'on va bien voir dans la scène suivante. Donc là, on a notre grand méchant qui veut chercher des informations, qui se dirige vers une cabine téléphonique du futur. Et vous allez voir, on va vraiment être dans le stéréotype un petit peu du hacker qu'on retrouve. Voilà, donc... Bon, il y a la petite interaction à la fin que je trouve marrante, parce que ce qui est vraiment drôle aussi, je trouve, c'est qu'il est devant un clavier de jouet. On est d'accord, hein, les petits boutons roses comme ça peut pas marcher. Il n'y a pas d'interface derrière dans lequel il voit ce qu'il tape n'importe quoi. Mais bon, ça semble fonctionner. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en tire? Donc j'en parlais. Il y a beaucoup d'animations, des échanges naturels. Enfin, vraiment, je trouve qu'on a une interface qui a une personnalité. J'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose de vivant qui va être derrière. C'est pas froid du tout. Voilà. Et après, on est dans des choses un petit peu comiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA dans ce film, elle est très présente au début du film. Et elle va disparaître au fur et à mesure. On va de moins en moins la voir présente. Et en fait, moi, je considère que elle a été traitée comme un personnage à part entière qui va nous permettre de poser cet univers un petit peu dystopique, où tout est censé se passer bien, mais où il y a une IA qui en fait contrôle tout. Et en tant que spectateur, on a besoin de comprendre comment fonctionne cet univers, de comprendre ce que c'est. Et je pense que au moment où ils ont travaillé sur le film, ils se sont peut-être dit ça va être plus simple d'en faire vraiment un personnage, de lui donner un peu corps, un peu de vie, et c'est comme ça qu'ils l'ont fait, avec cette façon de répondre, avec toutes ces animations. Voilà. Et après, le film, effectivement, se prend pas très au sérieux. Il y a cette volonté comique, où on voit des stéréotypes de l'informaticien qui tape n'importe quoi, ça parle, ça veut pas dire grand-chose, mais qu'on a voit dans plein de films. Dernier film, ça va être assez rapide. On va parler de Terminator. Je vais vous montrer des interfaces que vous avez certainement tous vues. Donc, c'est l'interface du Terminator. On voit ce que voit notre robot. Donc, on est là sur Terminator 1. On voit qu'il a des informations, un peu de statut sur la gauche. Il a une cible en plein centre. Là, on est dans Terminator 2. On retrouve la même chose, quelques informations de contrôle. On voit que la personne a à peu près le bon gabarit. Il va pouvoir lui piquer ses fringues, parce que quand on arrive du futur, on arrive tout nu. Et sur la partie droite, on a aussi des informations qui sont données. Voilà, quand on voit ces écrans, ça paraît clair, ça paraît réaliste, on est sur une interface classique de réalité augmentée. Sauf qu'en fait, ces interfaces n'ont aucun sens. À quel moment on se dit un drone, il va avoir besoin de capteurs qui vont repérer des informations, qui vont être traitées en interne, et qu'on va réafficher sur ses yeux
pour qu'ils puissent les reprendre. Enfin, ça ne marche pas. S'ils captent des choses, ça vient nourrir directement ses décisions. On n'a pas besoin de lui faire une interface de réalité augmentée. Ça n'aurait vraiment aucun sens d'un point de vue du robot. Ces interfaces, ce qu'elles sont marrantes, c'est que c'est des fausses interfaces robots. Elles sont pensées pour nous en tant que spectateurs. Le seul rôle qu'elles ont, c'est de nous faire comprendre qu'on est en train de voir par les yeux d'un robot et d'imaginer ce qu'il pourrait voir. Et du coup, ce travail un petit peu en réalité augmentée avec ces informations qui sont présentes, c'est des fausses interfaces, mais pensées pour nous. Je trouve ça assez intéressant, ce travail qui a été fait dessus, où du coup, on a vraiment un descopage un petit peu de nos interfaces par rapport à leur utilité réelle fictive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces exemples? Qu'est-ce que moi j'en tire? Vous voyez, beaucoup de questions en tout cas. La seule chose que je peux vous inviter, c'est vous dire que même les interfaces fictives, en fait, peuvent nous interroger, peuvent nous inspirer. Je trouve ça vachement important en tant que designer de conserver sa curiosité, de se poser des questions quand on voit des écrans et se demander pour qui elles ont été conçues, pourquoi, dans quel but, dans quel contexte, quelle va être l'intention derrière, que ce soit du réalisateur, que ce soit pour les utilisateurs, dans quel univers elles s'inscrivent, est-ce qu'elles font du sens. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je vous invite à en faire autant. Je suis sûr que vous allez beaucoup vous amuser en regardant différents films et en vous demandant pourquoi les écrans ont été faits de cette façon-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.